Tout cela, il faut le faire avec une méthode qui consiste à conjuguer auto-évaluation et évaluation externe. Pourquoi conjonction d'auto-évaluation et d'évaluation externe? Si vous ne faites que de l'évaluation externe, c'est-à-dire que vous avez des corps d'inspection qui vont arriver, très compétents, etc., qui vont dire, voilà, c'est l'évaluation de l'établissement. Et si on se donne pour objectif de faire que ça aide l'établissement, et la meilleure façon qu'un établissement soit aidé, encore une fois, c'est qu'il s'aide lui-même, c'est qu'il se prenne en main. Si vous commencez par lui dire, voilà, il y a les sachants qui arrivent de l'extérieur et qui vont vous dire ce qu'il en est de ce que vous faites, vous ne vous placez pas dans la meilleure situation pour faire que les gens se prennent en main. Ou bien ils vont se révolter, ou bien ils vont se recroqueviller dans leur pratique habituelle, et puis ils vont dire, de toute façon, ils ne font que passer, on continuera. Donc la meilleure façon d'enclencher un processus d'évaluation, ce n'est certainement pas de faire descendre la brigade des évaluateurs. Pas seulement d'évaluation externe. Donc il est indispensable que l'évaluation soit d'abord conduite par l'établissement lui-même. Dans l'enseignement supérieur aussi, on prend d'abord, fait l'auto-évaluation. En plus, parce qu'à l'intérieur de l'établissement, ceux qui y travaillent ont une connaissance sur la durée, sur la finesse, sur des complexités que ceux qui viennent de l'extérieur, aussi aiguisés soit leur regard, ne verront pas. Bon. Donc une auto-évaluation. Attention, cette auto-évaluation, ça n'est pas la rédaction d'un rapport d'activité. Ce n'est pas de dire, voilà tout ce qu'on a fait l'année dernière, ou depuis 3 ans. C'est justement d'essayer de mettre en regard les moyens qu'on a choisis, surtout ceux qu'on a choisis, les dispositifs qu'on a arrêtés, les choix qu'on a faits, et ce que ça a donné, les résultats. Il ne faut pas dire d'un côté, il y a la colonne, les moyens, d'autre côté, il y a les résultats. Ce qui compte, c'est justement essayer de comprendre comment les résultats peuvent être référés aux choix qui ont été faits. Est-ce que ces choix ont été pertinents? Est-ce que ça aboutit aux objectifs que l'on espérait? Oui ou non? Jusqu'à quel niveau? Pourquoi? Comment? C'est cela la première chose qu'il faut faire. Donc ce n'est pas simplement un rapport d'activité, cette auto-évaluation. Cette auto-évaluation, elle doit être assurée sous l'autorité du chef d'établissement. C'est le chef d'établissement qui est chef. C'est lui qui va quand même avoir la responsabilité d'organiser, de conduire. Mais ce n'est pas lui qui va faire seul l'auto-évaluation. C'est évidemment lui, et pas simplement l'équipe de direction. L'objectif, c'est d'associer le maximum de ceux qui font partie de l'équipe éducative. C'est d'associer, justement, d'impliquer les professeurs. Mais il faut associer aussi des parents d'élèves. Il faut associer les élèves. Ça ne veut pas dire, quand on dit on va associer les élèves à l'évaluation, qu'on va faire de l'établissement ce que les élèves demandent ou veulent que l'on en fasse. Bien sûr, les collectivités, les milieux professionnels. Un lycée professionnel, si vous ne rencontrez pas les entreprises avec lesquelles vous travaillez, vous ne saurez pas grand-chose. Bref, une auto-évaluation conduite par l'établissement et associant la majorité, enfin le plus possible, de membres de la communauté éducative. Mais si vous ne faites que l'auto-évaluation, vous risquez quand même le risque, on le mentionne pour mémoire, de l'autosatisfaction. Il faut avoir beaucoup de vertus, hein, parfois pour dire, reconnaître un certain nombre de projets un peu avortés, qui n'ont pas bien réussi. Mais indépendamment de cette tentation de l'auto-évaluation, quand vous êtes immergé dans un milieu, il vous manque une forme de recul. Vous avez la connaissance de certaines questions au fond et de détails, mais il vous manque le recul. Il faut avoir des distances. Et qui a la distance? Une équipe d'évaluateurs externes, au premier rang desquels, évidemment, non seulement parce que c'est dans leur statut, comme je l'évoquais, mais parce qu'ils en ont la compétence, et pour beaucoup d'entre eux, le goût et l'intérêt, les corps d'inspection. Mais pas seulement les corps d'inspection. Par rapport à ce qui s'est fait souvent où il n'y avait que des corps d'inspection, à Dijon, vous aviez aussi commencé à faire des évaluations avec équipes conjointes, personnel d'inspection et personnel de direction. Alors après, il y a toutes les questions déontologiques. Il est évident que vous n'allez pas évaluer votre collègue quand vous êtes personnel de direction, que vous n'avez pas évalué un établissement dans lequel vous avez exercé, bon, etc., etc. On aura l'occasion de revenir sur tous ces détails. Mais c'est important que les évaluateurs externes soient une équipe, et Dijon, là, on a montré l'exemple, une équipe qui soit, je dirais, pluricompétence, et pourquoi pas aussi des experts, par exemple, de la formation venant d'autres ministères ayant, par exemple, l'enseignement agricole. Hein, bref,
une évaluation externe qui n'est pas une évaluation d'auto-évaluation. L'évaluateur externe, il ne vient pas dire l'auto-évaluation a été bien ou mal faite. Ce n'est pas un contrôle de conformité au schéma de ce que doit être l'évaluation, l'auto-évaluation que vient faire l'évaluation externe. Elle n'est pas une évaluation de l'auto-évaluation. Elle ne vient pas dire l'évaluation, l'auto-évaluation, elle est bonne ou mauvaise. Elle vient pour éclairer, renforcer, tout en respectant l'autonomie de l'établissement. Le débat sur les indicateurs entre auto-évaluation et évaluation externe, c'est la façon dont on les lit, dont on lit la façon dont ils font système. C'est l'interprétation qui peut être discutée. C'est ça qui est important. Bon. Et puis, même si l'évaluation externe doit respecter l'autonomie de l'établissement, il n'est pas exclu qu'elle puisse dire, voilà, vous vous êtes donné telle priorité, en même temps, compte tenu de votre situation, quand on en fait l'analyse, c'était peut-être pas la priorité la plus pertinente. Donc, il n'est pas interdit aussi d'apprécier l'opportunité, la pertinence de tel ou tel choix fait par l'établissement. Autre point qui fait partie donc du cahier des charges, évidemment, auto-évaluation plus évaluation externe, ça va se traduire par un projet de rapport, une procédure contradictoire, un échange avec l'établissement. C'est pas l'auto-évaluation, arrive l'évaluation externe, elle dit bon, moi maintenant j'ai vu, j'ai lu, j'ai fait, je fais mon rapport, et vous n'avez plus rien à dire. Il y a un échange nécessaire, une procédure d'échange, et peut-être même un droit de réponse, je pense que vous faites à Dijon, qui est une très bonne chose. Donc une procédure contradictoire. Cette procédure ne peut pas être cahier des charges, enfin là je vise ce vers quoi nous devons aller, ne peut pas être strictement interne à l'éducation nationale. Et je pense qu'il faut absolument y associer les collectivités territoriales. D'ailleurs, je vais vous dire, les syndicats de personnel de direction m'ont dit qu'ils y étaient tout à fait favorables. Ils savent aussi ce qu'ils doivent, enfin, quand vous dirigez un lycée, vous savez aussi quand même la part aussi qu'apportent les collectivités territoriales. Et les collectivités territoriales ne revendiquent pas d'ailleurs dans l'évaluation externe. Ils sont plutôt conscients que leur place est dans l'auto-évaluation parce qu'ils sont partie prenante, ils sont au conseil d'administration, ils participent à de la prise de décision dans l'établissement. Mais en tout cas, associer les collectivités territoriales. Autre élément, mais ça, je l'ai dit déjà, il faut un cadrage national, c'est le sens du travail qui a été fait et que le conseil d'évaluation de l'école vient d'arrêter dans sa séance du 8 juillet dernier, et que ce cadre est commun à tous les établissements. C'est ce qui nous a manqué pendant des années. Un cadre commun. Ça ne veut pas dire que chaque établissement ne puisse pas faire valoir un thème qui lui paraît être caractéristique, spécifique, ou un point fort de son établissement. De même qu'une académie, je dirais, peut ajouter une figure libre. Donc il y a des figures imposées, mais il y a aussi des gens ajoutent des figures libres, à condition que chacun ne mette pas plus de figures libres que de figures imposées. C'est essentiel quand même qu'on arrive justement à une évaluation qui est un cadrage national. Le périmètre. Alors, question de fond. Qui faut-il évaluer? Tous les établissements. Il faut évaluer tous les établissements. Alors vous allez me dire, alors je vais vous dire tout de suite les chiffres. EPLE en France, établissements publics, locaux d'enseignement, donc collèges et lycées, 7799. Donc je dis tous les établissements. Pourquoi? Parce que si vous dites, on ne va pas faire tous les établissements, alors vous allez faire quoi? Vous allez faire un choix. Alors moi j'ai vu des académies qui faisaient des choix comme ça. Alors on disait, on va prendre des établissements qui ont fait des innovations. Et puis d'autres qui ont des difficultés. Alors, quand on regardait la liste, c'était essentiellement ceux qui avaient eu des difficultés. Donc si vous faites ça, vous allez tomber assez vite dans le choix, par les DAZEN, éventuellement par les recteurs, de prendre là où il semble y avoir une urgence, mais sur un autre sujet. Et quand l'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, directeur académique des services, va annoncer, monsieur le principal, voilà, cette année, vous avez l'honneur, la chance et l'avantage d'être dans les évalués, le principal dira, ça y est, j'ai été pris par la patrouille. Et vous allez connoter l'évaluation d'une mission, d'un aspect contrôle que justement nous ne voulons pas lui donner. Alors, j'ai dit tous les établissements. Il y a la question du privé. Les chefs d'établissement public vont dire, alors pourquoi nous sommes évalués et pas les autres? Donc évaluez-les aussi. Et les établissements privés répliquent, quand j'en ai parlé, oui mais attendez, si au bout du compte il y a une forme de communication, alors pourquoi les établissements publics pourraient voir leurs résultats publiés
et pas les nôtres. Sous-entendu, les nôtres seraient plus valorisés. Donc il faut qu'on y soit aussi. Et donc vous voyez, la question du mode de communication va avoir une grande importance sur la question, oui ou non, intégrerons-nous les établissements privés. Tout ça pour dire que, en fait, légitimement, les établissements privés, hors le champ du caractère propre, hein, et de tout ce qui, notamment, a trait à la vie scolaire, etc., devraient entrer dans le dispositif. Périodicité. Quelle est la périodicité? Il faut retenir. Je l'ai proposé, c'est ce qu'a d'ailleurs, j'ai entendu M. Belten dire ce matin, c'est 5 ans. Pourquoi 5 ans? C'est pas parce que 5 c'est entre 3 et 7. 5 ans c'est pour de bonnes raisons. D'abord parce que 5 ans ça correspond à une réalité dans le processus de formation et de maturation des élèves. 5 ans pour un collège, c'est les 4 ans du collège plus l'année de seconde. 5 ans pour le lycée, c'est les 3 ans du lycée et les 2 premières années post-bac. Ce qui permet, et nous en aurons de plus en plus les moyens avec ce que fait l'ADEME, non seulement d'apprécier l'établissement, par exemple le lycée, à l'aune des résultats de ses élèves au baccalauréat, mais nous savons bien aujourd'hui que la mission du lycée n'est pas simplement de préparer et de faire réussir ses élèves au bac, mais c'est de les préparer à de la poursuite d'études ou à de l'insertion professionnelle. C'est de préparer l'après. Donc l'intérêt, c'est justement de faire que pour évaluer notamment les parcours des élèves, on puisse intégrer ce que deviennent les élèves de cet établissement après l'établissement. L'établissement, il forme une suite aussi. Donc 5 ans, c'est lié à cela. Deuxième chose, 5 ans, c'est la durée fixée par la loi pour les projets d'établissement et pour les contrats d'objectifs. Et c'est même la durée fixée pour les expérimentations. Ça, en plus, c'est les points de passage obligés. 2 principes aussi auxquels il faut obéir. Ce n'est pas une procédure de contrôle. Et il faut se démarquer de toute procédure de contrôle. Ça n'est pas aller vérifier si on a bien mis en place telle ou telle mesure de la dernière priorité ministérielle ou du projet académique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de légitimité pour un ministre de savoir ce que devient la réforme qu'il a engagée ou les prescriptions qu'il a édictées. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas légitime pour un recteur de savoir comment se met en place et comment réussit le projet académique. Mais il ne faut pas confondre les 2 opérations. Deuxième principe, ce n'est pas une évaluation des personnels. C'est souvent ce qui a bloqué dans les académies. C'est la confusion dans les têtes entre ça va être l'évaluation des personnels. C'est l'évaluation du chef. Il faut absolument dissocier l'évaluation de l'établissement de l'évaluation des personnels. Personnel de direction, personnel eux-mêmes. Et pour une raison qui n'est pas simplement une raison tactique et de prudence, et de respect de certaines susceptibilités, c'est pas une question de susceptibilité, c'est le fait que vous ne faites pas un établissement par la simple addition des personnes qui y servent. Vous pouvez avoir à l'établissement, vous n'avez que des professeurs qui ont de très bonnes notations, et pourtant, je l'évoquais tout à l'heure, le résultat global n'est pas aussi excellent qu'on pouvait s'y attendre. Un établissement, c'est une réalité complexe, et ça n'est pas simplement la somme des évaluations individuelles qui fait l'évaluation de l'établissement, de ce que produit l'acte en propre de l'établissement. Donc ce n'est pas une évaluation qui serait un contrôle, ce n'est pas l'évaluation des personnels. Les points sensibles. Bon, les points sensibles qui restent, il y en a beaucoup, mais j'insiste sur quelques-uns. L'évaluation, la question des écoles. Il y a des arguments pour dire qu'il faut introduire l'évaluation des écoles. On ne peut pas dire que le primaire, c'est la priorité des priorités, et en même temps ne pas faire d'évaluation d'école. Bon, je rappelle simplement que les écoles ne sont pas des établissements publics. N'est-ce pas, M. Pétro? Non enfin, bien payé pour le savoir. Et qu'attention, introduire l'évaluation d'école, ça peut relancer le débat sur l'école établissement public. Alors certains disent, oui, mais on va évaluer l'école en même temps qu'on va évaluer le collège qu'elle alimente. Voilà, on peut relancer le débat sur l'établissement des savoirs fondamentaux. Bon. Moi j'ai dit au ministre, on n'est pas obligé de se donner toutes les conditions pour rater. Non. Ça me paraît prudent, quoi. Bon. Il faut se donner aussi un peu de conditions de réussir. 56 000 écoles. Et puis là, par exemple, là, l'IEN, il n'est pas franchement, de circonscription, il n'est pas franchement extérieur au lieu à l'école. Donc pour le moment, l'école n'est pas dans le périmètre. Alors ça n'interdit pas de faire des expérimentations, enfin dans le périmètre passage obligé. Le privé n'est pas encore dans le périmètre passage obligé. La question la plus fondamentale, la plus sensible, c'est la question de la publication. J'ai dit tout à l'heure,
une évaluation publique, dès les années 90, c'est à la fois, si je puis dire, éclairer les décideurs, mais c'est aussi éclairer, je dirais, le public, devant lequel nous sommes redevables. C'est éclairer le citoyen, le contribuable, l'usager. Alors ça, c'est le point le plus sensible. Première chose à faire, c'est au moins restituer. Restituer. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on va à une diffusion au-delà? Bon, le recteur, le DAZEN, oui. Est-ce qu'il y a une forme de présentation publique aux parents, aux collectivités? Ça, c'est un sujet qui est l'un des sujets les plus débattus dans cette affaire. Difficile, hein. Je retiens quand même que les parlementaires, dans la loi, ont confié au Conseil la mission de définir la modalité et les outils d'évaluation, de veiller à la régularité, ça veut dire régularité 20% tous les ans, et de définir les modalités de la publicité. Quand on dit vous aurez à définir les modalités de la publicité, ça ferait une publicité. Alors laquelle? En commission, ils ont eux-mêmes reconnu que c'était très difficile à assurer, et on voyait pour le moment pas. Il ne s'agit pas de faire un site internet national où il y aura tous les rapports sur tous les établissements, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais ça, c'est une des questions, je vous le dis tout de suite, les plus sensibles. C'est une des questions les plus sensibles et qui touche la plaque tectonique de l'école et de la plaque tectonique de la société. Et c'est une chose absolument déterminante. Et là, les pays européens ont des attitudes diverses. Il y a ceux qui publient, qui rendent public, et ceux qui ne rendent pas public. À ça s'ajoute une question propre, c'est que nous sommes un système à carte scolaire. Donc c'est un vrai problème, ça. Comment on articule? Eh bien, néanmoins, je pense que dans un système, même à carte scolaire, et les pays qui ont la carte scolaire et qui font de l'information, on est redevable, justement, de dire aux établissements ce qu'il en est de leur réussite et de leur mérite, et surtout, et ça c'est essentiel, de montrer leur trajectoire. Il ne s'agit pas simplement de comparer aux voisins, il s'agit de comparer dans le temps, montrer qu'on a progressé. Mais la question de la publicité est une question majeure. Autre question, ça va être la soutenabilité dans le temps. Il va falloir se tenir ce rythme de 20% tous les ans. Il ne faudrait pas que, comme d'habitude, quand on lance quelque chose, la première année, on se donne tous les moyens de la réussir, et qu'au fil des ans, l'énergie s'érode et le système s'éteint. Les conditions pour faire cela. Parce que quand on veut quelque chose, il faut le vouloir, et vouloir les conditions de la réussite et les conséquences. Les conditions, moi j'ai assez y répéter en académie, au recteur, au ministre d'abord, au recteur, au corps d'inspection, au personnel de direction. Si vous ajoutez ça à tout ce qui existe déjà dans les établissements, en matière de procédure, je ne sens pas le fantastique enthousiasme des personnels de direction. Et je dirais que je les comprendrais. Nous avons aujourd'hui, dans les établissements, au fil des ans, se sont accumulés le rapport pédagogique annuel, issu de la loi de 89. Le projet d'établissement, issu de la loi de 89. Le contrat d'objectif, issu de la loi de 2005, dont je rappelle que, je vais vous dire ça entre nous, le contrat d'objectif en 2005 a été introduit dans la loi, dite loi Fillon, parce qu'il n'y avait pas d'évaluation des établissements, que c'était une manière de créer forcer à une évaluation. Bon. La lettre de mission du chef d'établissement. Non, d'abord, l'analyse qu'il fait quand il est nommé. Bon, etc., etc. Je passe les enquêtes de la DGESCO, les enquêtes de l'ADEP, les enquêtes des services académiques, etc., etc. Si on rajoute une opération à tout cela, on ne se donne pas les chances de réussir. Et au lieu de se dire comment introduire une opération nouvelle avec un chausse-pied dans un paysage déjà très encombré, je pense qu'il faut prendre la chose dans un autre sens. Il faut se dire, si on veut une évaluation d'établissement, si on veut faire comme tous les pays, si on veut faire en fonction de la conviction que l'on a que l'établissement est un échelon déterminant et que c'est par le progrès de chacun des établissements qu'on conduit un mouvement de progrès global de l'école, eh bien, alors, il faut repenser tout le dispositif à partir de ça. Et donc, je pense qu'il faudrait reprendre cette dualité projet d'établissement, contrat d'objectif. Donc, l'idée, ça serait d'avoir tous les 5 ans, l'évaluation et l'opération qui consiste à voir ce qui a été fait sur la dynamique des 5 années, et non pas seulement sur une année. Donc ce travail sur la durée et de préparer l'année suivante. Et autre élément, c'est que je pense que la dualité entre projet d'établissement et contrat d'objectif, si on la durcit, c'est défigurer ce qu'est un établissement public.
Les projets d'établissement, ils valorisent l'autonomie de l'établissement. Le contrôle objectif, il valorise ses missions de service public. Mais qu'est-ce qu'un établissement de service public? C'est un établissement qui a de l'autonomie pour mieux atteindre ses missions de service public. Et s'il a un contrat, c'est parce que justement tout ne lui est pas prescrit, mais c'est qu'il y a des choses qu'il faut contractualiser, c'est pas nécessairement la même chose d'un établissement à l'autre. Donc je pense que c'est pas un travail du conseil d'évaluation de l'école. Hein. Bon, enfin c'était un point sur lequel le cabinet était, enfin le ministre, le cabinet était tout à fait allant, sur le fait qu'il faut repenser tout ce dispositif, sinon, je le dis, nous aurons les plus grandes difficultés à introduire une procédure nouvelle qui ne fera que compliquer les choses. Deuxième grand sujet, c'est celui très sensible, c'est celui des missions des corps d'inspection. Ça signifie minimum, une semaine de travail. Monsieur Valten, ça correspond pour moi? Une semaine de travail. 6 jours. Je pense même que c'est plus. Enfin, 6 jours. Moi, j'ai calculé. Hein. En équivalent temps plein, c'est équivalent de 100 ETP de corps d'inspection. Pour les seuls membres des corps d'inspection, pour les seuls membres des équipes d'évaluateurs externes, comme membres des corps d'inspection. Ceci ne se fera pas, je n'ai pas cessé de le dire au ministère, ceci ne se fera pas par un ajustement à la marge en disant, je vous rappelle que dans vos missions statutaires, vous avez l'évaluation des unités éducatives. Oui, il y a un problème de redéfinition de la hiérarchie des missions des corps d'inspection. C'est un vrai sujet au moment où les corps d'inspection ont été qualifiés à une époque de couteau suisse, n'est-ce pas la ressource pédagogique universelle, et où les charges ne cessent, je le sais, de s'additionner et de s'accumuler. Mais ça, c'était une vraie question, c'est un vrai problème, c'est d'abord l'un des sujets sur lesquels bute ce ministère depuis des années avec la question du cadrage national.